Tout commence par une rivière de sang. Et ce qui suit est l'un des épisodes les plus terrifiants de la Bible. Les 10 plaies d'Égypte. Les 10 plaies sont en réalité un duel entre le Dieu de l'Exode et Pharaon. Dieu inflige à Pharaon et à son peuple une succession de châtiments, jusqu'à ce qu'il envoie l'ange de la mort sur le royaume. L'objectif est de détruire les divinités égyptiennes et de montrer que Dieu est tout-puissant. C'est l'un des récits les plus spectaculaires de l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, de nombreux chercheurs considèrent qu'il n'est en réalité qu'une légende. Il n'y a aucune trace, sous le règne d'aucun pharaon, d'événements qui ressemblent aux plaies d'Égypte. Nous n'avons trouvé aucune preuve qui confirme le récit biblique de l'Exode en Égypte. Mais les historiens se tromperaient-ils? Deux scientifiques fascinés par cette énigme pensent détenir la clé du mystère. Le premier suit la piste la plus évidente. La Bible est comme une carte au trésor. Si vous suivez les pistes avec application, petit à petit, vous allez découvrir ce que vous cherchez. Le second étudie des indices microscopiques. Les recherches que j'ai menées et publiées soutiennent la thèse de l'existence des 10 plaies d'Égypte. Tous deux sont persuadés que cet épisode de la Bible est un événement historique réel. Mais vont-ils réussir à prouver leur vérité? New York, 1994. John Marr est enquêteur. Mais un enquêteur pas comme les autres. Il dirige le service d'épidémiologie du département de santé publique de l'État. Sa mission? Traquer et éradiquer les virus pour empêcher la contamination. Un épidémiologiste analyse le schéma de contagion d'une maladie et tente de la catégoriser en fonction de l'époque, du lieu et des individus. J'essaie d'expliquer pourquoi certaines personnes sont infectées et d'autres non. Dans une revue médicale, une lettre attire un jour l'attention de John Marr. Il ignore alors où sa lecture va le mener. C'était dans le courrier des lecteurs et le titre était « La troisième plaie d'Égypte ». Ça m'a interpellé. Il n'a pas relu l'histoire des plaies d'Égypte depuis plusieurs années. Je suis allé voir ma secrétaire qui ne se séparait jamais de sa Bible et j'ai demandé si je pouvais la lui emprunter. Elle me l'a donnée et j'ai relu l'Exode. Le scientifique ne croit pas aux vérités énoncées dans la Bible. Mais ce qu'il lit sur les plaies d'Égypte l'intrigue. Je me suis dit, mais bien sûr, la majorité d'entre elles a une explication scientifique. Si son hypothèse se confirme, alors ce récit est peut-être bien plus qu'un mythe. Il se lance dans une quête incroyable, élucider le mystère des 10 plaies d'Égypte. Dans l'Ancien Testament, les Hébreux sont réduits en esclavage par les pharaons pendant plusieurs générations.
Dieu s'adresse à Moïse depuis un buisson ardent. Il lui demande de repartir en Égypte libérer son peuple. Mais le roi refuse d'accéder à la requête de Moïse. Pour le faire changer d'avis, Dieu inflige 10 plaies à son peuple et à son royaume. Les eaux du Nil sont changées en sang. Viennent ensuite les grenouilles, les poux et les mouches. Les animaux meurent dans les champs. Les hommes et les bêtes sont couverts de verrues. La grêle, les sauterelles et l'obscurité s'abattent sur le royaume d'Égypte. Vient enfin le dernier et le plus atroce des châtiments, la 10e plaie, la mort des premiers-nés. Pour la plupart des lecteurs, il s'agit d'une histoire à glacer le sang. Mais pour John Marr, ce récit représente bien plus que ça. Pour lui, cette énigme épidémiologique est un défi. Il doit répondre à une première question. Y a-t-il des preuves que l'épisode des plaies d'Égypte s'est réellement produit ? La première chose que fait un épidémiologiste, quand il y a suspicion d'épidémie, est de déterminer si c'en est bien une. En Égypte, les Hébreux vivent sur la terre de Goshen. Les plaies se produisent juste avant leur départ pour leur interminable exode. D'après la tradition juive, l'exode s'est produit au XIVe siècle avant Jésus-Christ. C'est l'époque des dynasties du Nouveau Royaume. Des pharaons au nom aussi célèbre que Toutankhamon règnent alors sur l'Égypte. Mais en dehors de la Bible, il n'existe aucune preuve tangible de ces événements. Il n'y a aucune preuve archéologique de l'exode des Hébreux. À aucun moment de leur voyage, ils n'ont été repérés, si on peut dire. La preuve de la présence des Hébreux en Égypte n'existe pas. Si les Hébreux ont vécu en Égypte pendant des siècles, c'était dans la clandestinité. L'épidémiologie va peut-être réussir là où l'égyptologie a échoué. John Marr doit commencer par expliquer la première plaie. Le Nil est changé en une rivière de sang. Moïse, avec l'aide d'Aaron, change les eaux du Nil en sang. Le fleuve devient rouge et a la consistance du sang. Manifestement, ça ne peut pas être au sens propre, mais peut-être au sens figuré. Si c'est au sens figuré, pourquoi le plus long fleuve au monde est-il devenu rouge ? Pour John Marr, l'hypothèse la plus probable est biologique. Je me suis concentré sur ce qui me semblait être une explication logique, celle d'une éclosion d'algues qui aurait teinté l'eau en rouge. Les éclosions d'algues se produisent quand les nutriments dans l'eau favorisent une explosion du phytoplancton. En raison de leur couleur particulière, elles sont parfois surnommées marées rouges. Mais un élément reste mystérieux. Ces marées rouges surviennent d'habitude dans l'eau salée. Et l'eau du Nil est douce.
Le problème, c'est que personne n'avait jamais vu d'éclosion massive d'algues rouges en eau douce. C'est un obstacle de taille pour le scientifique. Mais des mois plus tard, alors qu'il regarde le journal télévisé, la chance tourne. Une catastrophe aujourd'hui en Caroline du Nord. Des algues hautement toxiques envahissent une rivière. Les habitants craignent qu'elles ne soient nocives pour leur santé. Au début des années 90, en Caroline du Nord, une éclosion d'algues massive a teinté en rouge vif les eaux d'une rivière. C'était une éclosion en eau douce. Des millions de poissons meurent dans cette rivière tués par l'algue toxique. C'était une catastrophe sanitaire. Les eaux prennent la couleur du sang, tout comme celle du Nil dans le livre de l'Exode. J'ai eu le déclic. Cet exemple concret, survenu à cette époque en Caroline du Nord, apportait une explication scientifique rationnelle à ce fleuve changé en sang. John Marr s'intéresse alors à la deuxième plaie, l'invasion des grenouilles. Ces grenouilles ont surgi du Nil et envahi le royaume, jusqu'au palais de Pharaon, sa chambre, son lit. Pourquoi les grenouilles de la Bible sont-elles sorties du fleuve? Pour John Marr, la réponse est évidente. Elles fuient le Nil empoisonné. Les algues rouges étaient nuisibles pour les poissons, mais ils ne pouvaient pas sortir de l'eau. Les grenouilles étaient libres de fuir, et c'est ce qu'elles ont fait. Pour survivre, la peau des grenouilles doit toujours rester humide. Privées de leur milieu naturel et affaiblies par l'algue toxique, elles meurent les unes après les autres. Elles pourrissent et se décomposent sous le soleil brûlant d'Égypte. Tous les facteurs sont réunis pour la troisième plaie. Après les grenouilles, viennent les poux. Le terme en hébreu est kinim. Cela peut faire référence à un pou, mais aussi à un insecte rampant qui vit dans la poussière. Ces insectes envahissent la cité. Et comme les poux, s'en prennent aux humains et commencent à les piquer. Il n'y avait pas encore de classification d'insectes à l'époque de l'Exode. Mais John Marr sait que des parasites qui s'attaquent à la fois aux hommes et aux animaux ne peuvent pas être des poux. Les insectes, comme les moustiques, piquent tout ce qui est chaud et vivant, les animaux comme les hommes. Mais les poux sont une espèce bien spécifique. Le pou de l'humain ne touche que les hommes. John Marr est persuadé qu'une autre catégorie d'insectes correspond à cette description. Les phlébotomes. On les voit à peine quand ils nous piquent, mais on les sent. Il pense avoir trouvé l'explication de la troisième plaie. Il peut désormais s'atteler à l'énigme suivante. Après les poux, c'est au tour des mouches. Cette fois encore, elles envahissent toutes les terres du royaume, s'attaquent aux hommes et plus particulièrement au bétail. La Bible ne laisse ici aucune place au doute. Il est question de nuées de mouches. Mais John Marr découvre qu'il en existe plusieurs sous-espèces en Égypte. Toutes ne piquent pas et ne se déplacent pas en essaim. Il y a les mouches domestiques, les tans, les mouches charbonneuses, les simulis, les phlébotomes, les mouches bleues et vertes,
De quelle mouche s'agissait-il? La piqûre était douloureuse. Je pouvais éliminer les mouches domestiques car elles ne piquent pas. Je pouvais éliminer les tans qui piquent mais ne se déplacent pas en essaim. Au bout du compte, il ne restait qu'une conclusion logique, les mouches charbonneuses. Malgré le scepticisme que soulèvent ces théories, John Marr pense détenir l'explication des 4 premières plaies. Il commence même à identifier un lien de cause à effet, un enchaînement fatal d'événements. Les eaux du Nil changées en sang ont tué les poissons, ce qui a permis aux grenouilles de proliférer avant de sortir de l'eau. Leurs carcasses ont fourni les nutriments nécessaires aux populations d'insectes pour se développer. C'est ce qui a provoqué l'explosion des phlébotomes. Quant aux mouches charbonneuses, elles adorent l'environnement créé par la décomposition de milliards de grenouilles et un fleuve stagnant. C'est une étape fondamentale dans son enquête sur les 10 plaies d'Égypte. À ce stade, une image m'est venue. Les plaies numéros 1, 2, 3 et 4 m'apparaissaient aussi intimement liées que des perles enfilées sur un fil très fin. Des perles qui s'enchaînaient parfaitement. Si John Marr voit juste, ce lien de cause à effet devrait conduire au tout dernier châtiment. Et s'il parvient à le prouver, la partie sera gagnée. Si quelqu'un peut prouver que les 10 plaies ont eu lieu, alors tout le reste suivra, et notamment l'Exode. John Marr est prêt à relever le défi, mais son pragmatisme va être mis à rude épreuve. Dans le livre de l'Exode, Pharaon refuse obstinément de libérer les Hébreux malgré les 4 premières plaies. Le décor est planté pour le 5e châtiment. Une épidémie s'abat sur les animaux. Cette fois, John Marr enquête sur un terrain qu'il connaît bien, la maladie. En résumé, il est question d'une maladie qui ne touche que les animaux et pas les hommes. Dans la Bible, la 5e plaie décime à la fois le bétail et les chevaux du royaume d'Égypte. C'est une énigme pour l'épidémiologiste. Très peu de maladies s'attaquent à ces espèces tout en épargnant les hommes. John Marr creuse davantage. Il cherche un indice dans les plaies précédentes qui pourrait expliquer la 5e. Et il découvre 2 maladies animales qui ont une origine commune. Une piqûre de phlébotome. Une maladie appelée la langue bleue, qui touche les ruminants, et la peste équine africaine. Ces 2 maladies sont très souvent fatales et très contagieuses. Et les 2 sont transmises par une piqûre de phlébotome. John Marr pense avoir diagnostiqué la 5e plaie, la peste équine africaine et la maladie de la langue bleue. L'enchaînement inexorable se poursuit. À ce stade, tout paraissait logique. La 6e plaie est également une maladie. Mais cette fois, elle touche aussi les hommes. Le châtiment suivant, ce sont des furoncles sur les êtres humains et les bêtes. La 6e plaie fait monter la pression, si on veut. Nous sommes passés de l'eau à la terre ferme, et maintenant des animaux aux hommes. La menace se rapproche dangereusement, et Pharaon est de plus en plus inquiet.
John Marr analyse les symptômes décrits dans la Bible. C'est nécessairement une éruption cutanée. Les furoncles sont des plaies suppurantes et les verrues sont des cloques. Or, nous savons que les mouches charbonneuses peuvent provoquer des infections de la peau. Il s'intéresse aux infections qui se développent suite à une piqûre de mouche charbonneuse. Et il en trouve une qui correspond à la description. La morve. La morve est une maladie bactérienne qui peut provoquer des lésions cutanées. Cela semble être une explication satisfaisante pour la 6e plaie. C'est une autre étape cruciale de son enquête. Beaucoup d'historiens croient que les 10 plaies d'Égypte sont une légende. Mais l'épidémiologiste vient de diagnostiquer les 6 premières. Une plaie en entraîne une autre, telle une séquence mathématique logique. Pour lui, c'est la preuve irréfutable que le récit biblique est fondé sur des faits réels. L'auteur ignorait tout des bactéries. Il ne pouvait pas savoir que c'était une succession d'événements logiques. Donc, cela me paraissait très probable que ces faits aient réellement eu lieu et aient été décrits avec précision. Mais la plaie suivante, la 7e, constitue une énigme à part entière. Le châtiment suivant est la grêle. Et pas seulement la grêle, mais des éclairs, la foudre, comme une tempête cosmique. La 7e plaie, la grêle, celle de la glace et du feu, sème le chaos sur son passage. Cette fois, John Marr est dans une impasse. La première plaie, le Nil changé en sang, serait un acte divin ou une catastrophe naturelle provoquée par une algue toxique. Les 5 plaies suivantes en seraient les conséquences directes. Mais rien ne semble lier les 6 premières à celle de la grêle. La 7e plaie semblait en décalage. C'était un phénomène naturel, la grêle. Je ne voyais pas en quoi elle était liée aux 6 premières, ni en quoi elle entraînait les suivantes. J'étais bloqué. L'enquête de John Marr semble être interrompue pour cause d'intempéries. À Toronto, au Canada, un autre scientifique s'intéresse de près aux 10 plaies d'Égypte. Ciro Trevisanato est biologiste moléculaire. Il décide de mener sa propre enquête après avoir lu différentes hypothèses sur Internet. Au début d'Internet, beaucoup de gens parlaient des plaies d'Égypte car c'était un épisode passionnant et spectaculaire de la Bible. Ça m'intéressait aussi. Il veut mettre à profit ses compétences scientifiques pour chercher une seule et unique cause commune aux 10 plaies. Quand j'ai vu tout ça, les eaux rouges, les poissons massacrés, mais évidemment, c'était des algues. Elles ont éclos et elles ont changé la couleur de l'eau, elles ont tué les poissons. Ciro Trevisanato conduit des expériences en laboratoire avec des algues. Mais il s'aperçoit vite que sa théorie a des limites. Le problème avec cette explication, c'est qu'elle est tronquée. Elle ne va nulle part. Tôt ou tard, je me retrouve bloqué, ou je me heurte à un mur.
Lui aussi se retrouve dans une impasse. Jusqu'à ce qu'une rencontre fortuite lui ouvre de nouvelles portes. Un jour, je suis allé voir mon ami Pasquale Zappia, qui est un célèbre commerçant de Toronto, et, comme toujours, nous avons bavardé. C'était en réalité un monologue de sa part. Son ami lui parle d'une éruption volcanique au Chili. Celle du mont Hudson. Son panache volcanique immense a traversé la cordillère des Andes et atteint l'Argentine. Dans les étendues sauvages de la Patagonie, il a provoqué le chaos. La matière volcanique a franchi les Andes jusqu'en Argentine et est retombée. Les cours d'eau argentins sont devenus rouges, acides et rouges. Et c'est exactement ce que nous voyons dans les plaies d'Égypte. C'est une révélation pour le biologiste. Je me suis dit que la première plaie avait dû être causée par une éruption volcanique. Au moins, il y avait un lien. La question était de savoir si la deuxième plaie pouvait s'enchaîner à partir de là. La deuxième plaie est celle des grenouilles. Ce phénomène étrange, où elles sont restées sur Terre sans jamais retourner dans l'eau, pouvait-il avoir un lien avec la première plaie? Oui, parce que, souvenez-vous, l'eau était devenue acide, donc elles ne pouvaient pas y retourner. Elles se sont retrouvées piégées sur Terre, et en restant sur Terre, elles se sont déshydratées et sont mortes dans les champs, dans les maisons. Ciro Trevisanato rejoint ensuite le raisonnement de John Marr. La mort des grenouilles et des poissons entraîne une réaction en chaîne et conduit aux deux plaies suivantes. Celle des poux et des mouches. Nous avons 4 plaies d'affilée provoquées par l'éruption d'un volcan quelque part. Il n'y a pas de volcan en Égypte, mais de l'autre côté de la Méditerranée se dresse l'un des plus actifs de l'âge du bronze. Le mont Terra, qui a donné naissance à l'île de Santorin. Il est entré en éruption il y a environ 3500 ans. L'éruption du Terra était probablement de la même intensité que la plus grosse éruption de ce dernier millénaire. Plusieurs tonnes de cendres et de gaz toxiques sont projetées à des kilomètres dans l'atmosphère. L'éruption a dû projeter au moins 30 km3 de roches, sous forme de cendres pulvérisées et de pierres ponces, mais peut-être jusqu'à 60 ou même 90 km3. Une éruption de cette ampleur enfouirait la majeure partie du Royaume-Uni sous des dizaines de centimètres de cendres. Les vents poussent le panache volcanique vers le sud-est, en direction du delta du Nil. Les cendres volcaniques n'ont pas de frontières. Nous l'avons vu avec cette éruption en Argentine, et c'était aussi le cas avec les plaies d'Égypte. Ciro Trevisanato doit maintenant expliquer comment l'éruption du Terra a pu entraîner la 5e plaie, la mort des animaux. Comme John Marr en lui, le biologiste examine les espèces mentionnées dans la Bible. Nous avons tendance à penser qu'il s'agissait de tous les animaux. Mais si j'étudie le texte attentivement, je remarque un détail très important. Ce n'étaient que des herbivores. Et comme John Marr l'a découvert, les herbivores sont exposés à des maladies spécifiques. Mais ils mangent tous la même chose, de l'herbe. Un panache volcanique toxique aurait-il pu contaminer les pâturages d'Égypte? Ciro Trevisanato pense que oui. Ces premières pluies sont extrêmement acides et chargées de substances toxiques.
L'herbe absorbe immédiatement cette eau et cette eau est empoisonnée. Les herbivores mangent cette herbe, donc ils mangent du poison. Et ils en meurent. Avec l'hypothèse du volcan, Ciro Trevisanato suit une piste divergente. Mais une éruption peut-elle expliquer la 6e plaie? Des furoncles sur les hommes et les bêtes. Un panache volcanique peut contenir du dioxyde de soufre. Et s'il pleut lors de son explosion, le soufre se mêle à l'eau. Le mélange produit de l'acide sulfurique. La 6e plaie, petite révision, qu'est-ce que c'était? Une pluie d'acide sulfurique doux. Comment le savons-nous? À cause des pustules et des furoncles. Il est maintenant convaincu que la 6e plaie n'a rien d'une épidémie. Ces lésions cutanées sont des brûlures liées à l'acide. Il se penche maintenant sur la 7e plaie, la grêle. Celle qui a arrêté John Marr dans sa course. La 7e plaie, la grêle, est-elle liée à l'éruption volcanique? La réponse est oui. Une partie des cendres flotte encore dans l'air. Il n'y a pas seulement un énorme orage et des pluies d'acide sulfurique. Il peut aussi y avoir d'autres précipitations. Le biologiste est persuadé que sa théorie fournit une explication à la grêle qui s'est abattue sur l'Égypte. Pour lui, les raisons des 7 premières plaies sont sans équivoque. Elles ont toutes été provoquées par l'éruption du mont Terra. Il s'aventure désormais en territoire inconnu. La 8e plaie, les sauterelles. Ces insectes sont arrivés par nuages entiers. C'était bien pire que tout ce que les Égyptiens avaient déjà connu. Ils étaient habitués aux sauterelles, mais dans de telles proportions, et tout en même temps, c'était pour eux du domaine de l'intervention divine. Les invasions de sauterelles ne sont pas rares en Égypte. Elles seraient provoquées par de fortes pluies qui favoriseraient la reproduction de ces insectes. Le biologiste pense que le panache volcanique a peut-être modifié le climat et créé des conditions idéales pour la prolifération des sauterelles. Nous avons maintenant un taux d'humidité en Égypte qui n'est pas normal. Il est bien plus élevé. Et parce qu'il y a plus d'humidité, certains organismes invertébrés prolifèrent dans ce type d'environnement. Cela pourrait expliquer la 8e plaie. Plus que 2. Le biologiste s'attaque à la 9e plaie. L'obscurité palpable, les ténèbres. La 9e plaie est celle de l'obscurité, tellement dense que les Égyptiens auraient pu la toucher. Ils ne pouvaient pas bouger, ils étaient paralysés et ne pouvaient rien faire. Ce n'est pas l'obscurité telle que nous la connaissons. Cela n'a rien à voir avec la tombée de la nuit. A priori, la poussière d'un panache volcanique pourrait expliquer ce phénomène. Mais Ciro Trevisanato se heurte à un obstacle. Les ténèbres surviennent trop tard dans la séquence logique. C'était une obscurité palpable. Donc, je me suis gratté la tête et le peu de cheveux qui me restent, et je me suis dit, pourquoi c'est la 9e plaie? Elle devrait être au début. Ça devrait être la première. C'est un revers pour le biologiste. Peut-être fait-il fausse route depuis le début. Il revient sur l'éruption chilienne et découvre qu'elle s'est produite en plusieurs phases.
Je me suis aperçu que la dynamique de cette éruption était différente. Le volcan a d'abord craché de la cendre qui a franchi les Andes jusqu'en Argentine, puis s'est arrêté et il a recommencé. Cela s'appelle une éruption en 2 phases. La façon dont les cendres se sont déposées indique que l'éruption du mont Terra s'est peut-être déroulée de la même manière. La première éruption aurait projeté un panache de cendres et de fumée au-delà de la mer Méditerranée, droit sur l'Égypte. Les pluies acides auraient teinté le Nil de rouge et les 8 premières plaies auraient suivi. Puis, la seconde phase de l'éruption aurait généré un autre panache qui aurait obstrué les rayons du soleil et créé cette obscurité palpable. Grâce à cette information, la 9e plaie s'expliquait aussi. Et je pouvais faire le lien avec les 8 premières. J'avais maintenant un enchaînement complet de 1 à 9, provoqué par une origine commune qui confirmait l'hypothèse d'une éruption en 2 phases. Ciro Trevisanato est ravi. Il n'en reste plus qu'une. Il est peut-être sur le point d'élucider le mystère des 10 plaies d'Égypte. Mais à New York, l'épidémiologiste John Marr est loin d'être convaincu par l'hypothèse du volcan. L'éruption du mont Terra remonterait à l'an 1600 avant notre ère. Mais la plupart des historiens placent l'Exode au XIVe siècle avant notre ère, soit plus de 200 ans plus tôt. J'ai lu des articles sur l'hypothèse scientifique du volcan et des 10 plaies d'Égypte. C'est audacieux, intéressant. Mais je n'y crois pas. Pour lui, ce n'est qu'une théorie fumeuse. John Marr reprend son enquête épidémiologique. Pour l'instant, il explique les 6 premières plaies par une éclosion d'algues toxiques dans le Nil qui aurait provoqué une réaction en chaîne. Ce phénomène serait la conséquence d'une catastrophe naturelle et non d'une intervention divine. Ce qui est peut-être aussi le cas des 7e et 8e plaies. John Marr découvre que la grêle s'abat parfois sur l'Égypte sans panache volcanique. Il s'est lui-même retrouvé piégé sous une averse violente dans un champ du Montana. J'ai essuyé pendant une demi-heure des grêlons de la taille de boules de naphtaline et je me suis retrouvé couvert de bleu. Si la grêle peut être aussi dévastatrice aux États-Unis, une averse encore plus violente en Égypte pourrait expliquer la 7e plaie. Il s'intéresse alors à la plaie suivante, l'invasion de sauterelles. Il découvre que ce phénomène peut se produire naturellement un peu partout en Afrique, généralement après des pluies abondantes, suivies d'une vague de sécheresse. Des milliards de sauterelles peuvent envahir le ciel en pleine journée. Elles sont voraces. Et elles ont sans doute décimé les récoltes des Égyptiens. Comme la grêle, les sauterelles semblent avoir une explication naturelle. Mais est-ce le cas de la 9e plaie, les ténèbres? C'était une obscurité palpable, qu'on pouvait presque toucher et sentir. Ce n'était pas comme devenir aveugle. C'était quelque chose dans l'air, dans l'atmosphère.
John Marr découvre qu'un autre phénomène naturel correspond à cette description. Une tempête de sable. Les Égyptiens ont plusieurs mots pour décrire différentes tempêtes de sable. L'un d'eux est Khamsin. Cette tempête se produit au printemps et le sable est comme du sucre en poudre. C'est très intéressant, car il peut s'infiltrer par des portes et des fenêtres fermées. John Marr vient d'expliquer l'épisode des ténèbres sans invoquer une éruption volcanique. Il a résolu l'énigme des 9 premières plaies. Il n'en reste plus qu'une. La plus terrible de toutes. Dieu envoie l'ange de la mort sur le royaume d'Égypte. La 10e plaie est la suite logique, la destruction ultime. La dernière plaie, la plus célèbre de toutes, est la mort des premiers-nés. Moïse prévient Pharaon que tous les premiers-nés d'Égypte seront tués. Cette prophétie terrifiante est commémorée chaque année lors de la fête juive de Pessah. Même les Hébreux sont exposés à cette menace. Ils doivent se livrer à un rituel particulier, répandre du sang devant leurs portes, pour que l'ange de la mort, en arrivant en Égypte, ne tue pas leur premier-né. Malgré des milliers d'années d'études religieuses, la dernière plaie reste un mystère. La 10e plaie était la plus inexplicable de toutes. La plus difficile à justifier scientifiquement. John Marr ne voit aucun lien entre la mort des premiers-nés et les 9 châtiments précédents. Il ne voit aucun phénomène naturel susceptible de l'expliquer. Une fois encore, il est dans une impasse. À Toronto, Ciro Trevisanato est toujours persuadé que l'éruption du mont Terra est responsable de ces événements. Malgré ses détracteurs, il continue d'affirmer que les dates correspondent. Dans la Bible, les Hébreux fuient l'Égypte, puis errent dans le désert pendant 40 ans. Vient ensuite la destruction de la cité de Jéricho, datée de l'an 1560 avant notre ère. Si je regarde la date de l'éruption du Terra et la date de la chute de Jéricho, il s'est écoulé entre les deux, pas 40 ans exactement, mais environ 40 ans. Il est convaincu que l'éruption volcanique explique les 9 premières plaies. Mais qu'en est-il de la 10e ? Le biologiste écarte les causes naturelles telles que la maladie. Dans le cas d'une maladie qui tue par exemple les enfants, tous les enfants sont atteints, pas seulement les premiers-nés. Une bactérie ou un virus ne fait pas de distinction entre le premier ou le deuxième enfant. Il a alors une révélation. L'explication ne serait pas physiologique, mais psychologique. Les cendres et le panache n'ont plus rien à voir. Cette fois, c'est une réaction psychologique des Égyptiens qui disent « Nous avons vu tout ça, les poissons, les grenouilles, nous avons vu aussi les oiseaux. Et maintenant, cette obscurité qui nous étouffe. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va nous arriver ensuite? On n'en peut plus. » Terrorisés par les 9 plaies, les Égyptiens tentent d'apaiser leur dieu. Les sacrifices humains ne sont pas rares dans l'Égypte ancienne. Par exemple,
les pharaons faisaient tuer leurs serviteurs pour les accompagner dans l'au-delà. Les historiens estiment que cette pratique a pris fin des centaines d'années avant la première plaie. Mais il restait peut-être des exceptions. Dans un contexte ordinaire, ils faisaient des sacrifices ordinaires. Mais cela n'avait rien d'un contexte ordinaire. Il fallait faire des sacrifices différents. Ils devaient sacrifier ce qu'ils avaient de plus proche, de plus cher. Leur premier-né. C'est une explication lugubre. Un sacrifice à grande échelle. Les Égyptiens s'infligent eux-mêmes le 10e châtiment. À New York, John Marr est lui aussi près du but. Pour l'instant, il a expliqué 9 plaies. En examinant la 10e, il commence à voir un schéma se dessiner. En revenant sur les 9 premières plaies, j'ai identifié un leitmotiv. Le point commun était la mise en danger de la source de nourriture et de la santé des Égyptiens. John Marr comprend soudain. La 10e plaie pourrait être une intoxication alimentaire. Ils avaient peut-être ingéré du grain contaminé. La grêle et les sauterelles déciment les cultures d'Égypte. L'obscurité empêche les récoltes restantes de sécher au soleil. Elles sont stockées dans des greniers à grains alors qu'elles sont encore humides. C'étaient les conditions parfaites pour la prolifération de champignons. Sur les céréales, les champignons peuvent être porteurs d'un assassin microscopique, une mycotoxine. La mycotoxine Stachybotrys atra, à haute dose, peut provoquer des hémorragies internes dans les poumons et les organes. Dans ce cas, il n'y a pas de cause visible de la mort et c'est une mort brutale. La mycotoxine se forme tout d'abord sur la couche de grains exposée à l'air libre. Le premier à manger était l'aîné, garçon ou fille. Il ingérait donc une dose importante de mycotoxine située sur les couches supérieures des céréales moisies. C'est une conclusion glaçante. La séquence logique de John Marr se solde par une fin tragique. Nous voyons avec le recul que les 7e, 8e et 9e plaies d'Égypte composaient les jalons de la 10e. C'est la fin d'une longue enquête. Bien que ces deux scientifiques aient suivi des pistes différentes, ils s'entendent sur une même conclusion. L'histoire des plaies d'Égypte, écrite il y a des milliers d'années, est trop précise pour n'être que pure fiction. Je suis prêt à mettre ma main au feu et à jurer que les plaies d'Égypte sont fondées sur des faits réels. Je suis convaincu que le récit des 10 plaies décrits dans la Bible est une fidèle représentation historique de ce qui s'est réellement passé. Quant à savoir si les 10 plaies ont été provoquées par des catastrophes naturelles ou par la volonté de Dieu, cette question reste pour l'heure un mystère.